fiscaliste chez Mallette à Trois-Rivières. Réginald Pierre-Louis, conseiller en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton. Lucien Durand, fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton à Montréal. Allez-y. La fiscalité n'est pas une fin en soi, mais il y a un élément important au cœur de vos projets. Il est donc primordial de se doter d'une stratégie efficace afin d'arriver à optimiser votre situation fiscale, le tout en restant conforme face aux lois en vigueur et en respectant les règles d'éthique dans chacun de vos gestes. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter la stratégie qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. D'entrée de jeu, laissez-moi vous présenter mes collègues, c'est-à-dire Maxime Pecteau, spécialisé en fiscalité des particuliers, ainsi que Claudia Lavoie, spécialisée en fiscalité des sociétés, et finalement moi-même, Jonathan Rivard, spécialisé en planification fiscale. Le mandat que vous nous avez donné aujourd'hui était clair. En effet, vous désirez qu'on effectue une revue complète de votre situation fiscale personnelle et de votre société, tout en réduisant votre fardeau fiscal ainsi que celui de la société. La présentation d'aujourd'hui va donc se dérouler de la façon suivante. Tout d'abord, nous allons établir la situation avec une rapide situation actuelle afin d'avoir les éléments nécessaires à effectuer une réorganisation adaptée à vos besoins. Une fois cette réorganisation bien expliquée, on va pouvoir discuter de certains points fiscaux au niveau de votre entreprise ainsi qu'au niveau des différentes personnes impliquées, que ce soit vous, vos enfants, votre femme ou même un employé clé. Ensuite, on va parler rapidement un peu de votre planification testamentaire. Donc, je passe la parole à ma collègue Claudia. Vous nous l'avez mentionné à maintes reprises. Vous avez des objectifs et des valeurs qui sont clairs. Vous avez des objectifs et des valeurs de famille, de gestion participative, de qualité, d'implication. Donc, l'ensemble de ces objectifs-là et de ces valeurs-là vont se refléter dans l'ensemble des transactions et des opérations fiscales que nous allons vous présenter. Ainsi, dans l'ordre des choses, il convient de vous présenter votre situation initiale. C'est important de vous situer avant de vous présenter l'ensemble des transactions pour vous montrer qu'on va vous amener à un niveau supérieur par ces transactions-là. Ainsi, comme vous le savez, vous détenez à 100% l'entreprise Le Pain du Village Inc. Pour faire suite, vous l'aviez déjà calculé pour ce qui est de la juste valeur marchande. Toutefois, nous avons apporté une attention particulière à ce point-là parce qu'il convient de déterminer une juste valeur marchande qui va être adéquate. Ainsi, nous avons utilisé 3 méthodes d'évaluation parmi l'ensemble des méthodes qui existent. Il faut dire que nous avons utilisé les 3 méthodes qui sont le plus adéquates pour votre situation. Ainsi, nous avons utilisé l'actif net, qui souvent va calculer le plancher de la juste valeur marchande de votre entreprise. Nous avons utilisé les bénéfices caractéristiques et les flux monétaires caractéristiques. Donc, les bénéfices on est en vue à calculer un bénéfice qui est représentatif, qu'on a actualisé à l'infini. Et les flux monétaires caractéristiques, on est venu évaluer l'ensemble des liquidités moins les sorties de fonds qu'on est venu toujours actualiser. Donc, on a utilisé un taux de 16%. Ce qu'il faut savoir, c'est pour l'actif net, on est venu enlever la dette convertible. La dette convertible en action, on le sait, au niveau comptable, on vient déterminer là, vraiment une différence pour la portion capital-action et la portion emprunt. Toutefois, au niveau fiscal, comme c'est une dette qui est convertible en action, on vient la reclasser au capital action. Donc, ça va venir jouer sur la juste valeur marchande que je vais vous présenter. Donc, nous sommes venus déterminer une fourchette de juste valeur marchande. Cette fourchette-là nous a permis de déterminer que l'évaluation que vous aviez faite du 2 500 000 était adéquate. On s'entend que vous voulez, c'est une entreprise qui est familiale, donc vous allez la transférer à vos enfants. On ne voudra pas aller chercher le maximum de valeur comme si on vendait au tiers. Donc, on confirme que le 2 500 000 que vous avez déterminé était une juste valeur marchande adéquate. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue. On a donc maintenant toutes les informations pour commencer la réorganisation. Mais tout d'abord, il faut établir c'est quoi les objectifs de cette réorganisation-là. Donc, tout d'abord, c'est d'intégrer votre fille à l'actionnariat de l'entreprise, ainsi qu'un employé clé à la hauteur de 5 à 15 %. De plus, vous désirez limiter l'investissement de votre fille, puisque présentement, elle n'a pas les liquidités pour payer la juste valeur marchande de l'entreprise. De plus, vous désirez, comme ma collègue l'a mentionné, dans vos valeurs, prôner l'unité familiale dans la gestion de la compagnie. Donc, il existe plusieurs méthodes possibles afin de faire ce transfert-là. On pourrait faire un simple don à votre fille. Cependant, ça serait imposé à la juste valeur marchande pour vous lors de la vente. J'ai fait une petite coquille. Et le PBR deviendrait en fait égal à cette valeur-là pour l'acquéreur. Cependant, ça donne une charge d'impôt importante avec aucune sortie de fonds. C'est donc pas à privilégier dans votre situation. La transaction à la juste valeur marchande, c'est la même chose, sauf qu'il y a vraiment une sortie de fonds. Cependant, votre fille n'a pas les liquidités comme je viens de le mentionner. Donc, cette méthode non plus n'est pas adaptée. Cependant, avec votre employé, ça pourrait être une option. Mais plus tard,
on va pouvoir vous en mentionner une qui est beaucoup plus adaptée à ses besoins. Donc, la méthode proposée, c'est la création d'une fiducie familiale discrétionnaire qui va vous permettre, en fait, d'intégrer l'ensemble de vos enfants pour le futur et de gérer la société de façon uniforme dans toute la famille. Donc, les étapes de la planification, ça va être tout d'abord de créer la fiducie, ensuite créer 2 compagnies de gestion distinctes pour effectuer un remaniement de capital et finalement rouler les actions. Je suis allé un peu vite, mais on va repasser chacune de ces étapes une à une. Tout d'abord, la création de la fiducie. L'important, c'est d'avoir un constituant en qui on a confiance. Présentement, votre père serait une personne, je crois, idéale pour cette étape de la création. On pourrait donc, votre père va donc créer un acte de fiducie qui va régir comment celle-ci sera gérée dans le futur. Ensuite, on nomme des fiduciaires. Vous, votre fille, vous allez être 2 gestionnaires importants dans la société, donc ça peut être intéressant, et un 3e indépendant qui reste à déterminer. Ensuite, les bénéficiaires, il y aurait vous, votre femme, vos 3 enfants, ainsi qu'une compagnie de gestion. On va mentionner plus tard les avantages. Donc, la création des 2 sociétés de gestion, c'est... premièrement, il y en a une qui va être créée avec une émission des actions en faveur de la fiducie pour respecter ce que j'ai dit précédemment avec les fiduciaires. Ensuite, l'avantage de ça, ça va être de nous permettre en fait de gérer mieux nos liquidités excédentaires dans le groupe de société familiale. Ensuite, on va effectuer un remaniement de capital selon l'article 86. Le but, en fait, c'est d'abolir le capital action actuel afin d'en créer un nouveau pour pouvoir faire exactement ce qu'on désire. Les attributs cependant de ces actions-là seront gardés dans le processus. Donc, la création du nouveau capital action va être composée d'actions ordinaires, votantes et participantes, ensuite d'actions privilégiées, rachetables au gré du détenteur avec des intérêts raisonnables et avec des dividendes discrétionnaires. Donc pour le nombre d'actions qui va être émis, en fait, c'est 100 actions ordinaires en faveur de la fiducie avec un BBR, un CV, une juste valeur marchande de 100 $ et 2 500 000 actions en faveur de M. Légaré qui vont avoir les mêmes propriétés que les actions initiales. Donc, le roulement selon l'article 85 est la dernière étape. On va en profiter pour cristalliser. Présentement, on respecte les critères de la DGC, c'est-à-dire ça fait 2 ans qu'on détient les actions. Ils ont respecté le 50% d'actions d'actifs utilisés activement dans la société. Et au moment de la transaction, c'est-à-dire si on la fait présentement, on respecte le 90%. Cependant, on est quand même assez serré. Il y a certains actifs qu'on n'est pas nécessairement sûr de la juste valeur marchande. Vous ne nous aviez pas tout donné les informations. Donc, il y a peut-être certaines activités de purification qui vont être nécessaires. Cependant, seulement mentionner que si on a effectué ces transactions-là, il va falloir faire attention de ne pas utiliser nos actifs à court terme pour rembourser les passifs à court terme, puisque ça semble une décision de gestion très intéressante, mais au fond, on fait seulement déplacer là, nos actifs excédentaires. On ne réussit pas vraiment à aller atteindre ce ratio. Donc, notre cristallisation va nous permettre d'augmenter notre PBR de nos actions dans la transaction. Il faut aussi mentionner que, vu qu'on a déclenché un gain en capital, il va y avoir de l'IMR attaché à ça, c'est-à-dire un impôt minimum de remplacement qui va pouvoir être remboursé sur les 7 prochaines années à l'encontre de votre impôt à payer. Donc, voici la situation finale. Vous vous retrouvez avec votre compagnie, la société familiale opérante Le Pain du Village, qui est contrôlée par une compagnie de gestion qui, elle, est contrôlée par la fiducie, pardonnez-moi, mais plutôt vous avez vos actions privilégiées, c'est-à-dire la valeur que vous avez accumulée dans le temps, qui est dans votre compagnie de gestion. Ça va vous permettre de vous sortir des dividendes sans aucun impôt, puisqu'on parle de sociétés qui sont rattachées. De cette façon-là, on va pouvoir retarder le moment où il y a de l'impôt et pouvoir gérer vos liquidités excédentaires dans celle-ci. Au niveau de la fiducie, ça va nous permettre de faire un certain fractionnement de revenus entre vous, votre femme, puisque vous devenez les copropriétaires des actions ordinaires. L'intégration de vos enfants, c'est vraiment dans une pensée future. Pour l'instant, il y a seulement un de vos enfants à qui ça vaut la peine de donner de séparer des revenus, c'est-à-dire votre fille de 21 ans. Les autres enfants mineurs seraient imposés au plus haut taux d'imposition, donc ce n'est pas conseillé pour l'instant. La société de gestion est présente aussi dans un but de permettre de gérer vos liquidités excédentaires. On doit aussi parler de financement. Bien sûr, cette transaction-là n'implique pas une grosse sortie de fonds pour votre fille, mais le financement est plutôt au niveau de diminuer votre risque à vous. Comme on l'a vu dans le graphique précédent, c'est vous qui détenez l'entière valeur de la société. Il faut donc réussir à régler quelque peu ce problème.
voici quelques pistes de solutions, soit un emprunt bancaire de votre fille afin de contribuer, dans le fond, aux liquidités de l'entreprise ou un emprunt de la société qui pourrait permettre un rachat des actions pour diminuer la valeur que vous possédez, ou on n'avait pas les informations pour le déterminer. S'il y a un CDC, vous pourriez alors retirer ce montant d'argent libre d'impôt. Pour faire suite, maintenant qu'on a fait là, une bonne planification de l'ensemble de la transaction pour ce qui est de l'entreprise, je vais poursuivre avec les points fiscaux liés à l'entreprise. Ainsi, pour ce qui est des comptes fiscaux, vous êtes admissible, donc vous êtes une SPCC, une société privée sous contrôle canadien. Ce que ça vous permet de faire, c'est d'imposer vos revenus le premier 500 000, c'est-à-dire d'avoir une déduction accordée pour petite entreprise. Donc, vous pouvez, dans le fond, être imposé le premier 500 000 à 19 %. Et c'est d'ailleurs, on est venu confirmer, c'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Donc, ça, c'est pour un capital imposable inférieur à 15 millions de dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est pour l'ensemble des entreprises qui seraient rattachées, donc ce 15 millions de capital imposable. Ainsi, pour ce qui est de la déclaration des dividendes, puisqu'on a accès à ces déductions accordées pour petites entreprises, vous êtes imposé à un taux qui est dit réduit. Ainsi, cela ne vous permet pas d'accumuler du CRTG. Donc, CRTG, c'est l'ensemble des revenus qui sont imposés à un gros taux qui vous permettrait de déclarer des dividendes déterminés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les dividendes déterminés sont imposés à un plus petit taux. Donc, cela permet l'intégration. Ainsi, nous vous recommandons, nous le savons l'année passée, vous avez fait un revenu supérieur à 500 000, donc il se peut qu'il y ait un solde de CRTG et ainsi vous devriez aller valider si ce solde de CRTG-là ce compte fiscal-là contient un montant avant de déclarer un dividende parce qu'on le sait, c'est beaucoup plus avantageux de se déclarer un dividende déterminé en lien avec le CRTG. Pour ce qui est des frais de représentation et de repas, on en a vu plusieurs. Je vais essayer de vous informer sur l'ensemble de ces points-là. Pour ce qui est des frais de repas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déductible à 50 % et il ne faut pas oublier la portion des taxes qui est elle aussi déductible à 50 %. De plus, on sait que vous avez une passion pour le golf, vous jouez souvent avec votre père. Juste mentionner que si jamais vous amenez des clients avec vous, malheureusement, cette dépense-là ne serait pas déductible. Par la suite, pour ce qui est des billets de sport, pour le hockey et le baseball que vous nous avez mentionné, c'est déductible à 50 %. Par la suite, pour ce qui est du souper de Noël que vous offrez à vos employés, parce qu'on le sait, c'est dans vos valeurs, c'est déductible. Toutefois, nous soulignons qu'il faut faire attention. Si vous faites des cadeaux à vos employés et que ces cadeaux-là sont non monnayables, si c'est inférieur à 50 %, c'est déductible. Si c'est supérieur, alors là, ça sera imposé. Et puis, pour ce qui est des cadeaux en argent comptant, c'est toujours imposé pour ce qui est de votre employé. Ainsi, pour conclure avec le repas à l'actionnaire, vous le savez, parfois, vous avez moins le temps de dîner, donc c'est des achats que vous effectuez. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avantage qui est imposable. Donc, ça revient non déductible pour l'entreprise et ce qui en fait, si c'est imposé dans vos mains et que c'est non déductible pour l'entreprise, on en vient ici à une double imposition. Donc, c'est vraiment pas avantageux pour vous. Pour par suite, avec le crédit de recherche et développement, vous nous avez souligné que vous n'avez jamais utilisé le crédit de recherche et développement. Toutefois, vous avez des activités de recherche et développement. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aller chercher, ce crédit-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier 3 millions est imposé à du 35, est déductible dans le crédit, excusez-moi. Donc, il est déductible dans le crédit à hauteur de 35 %. Donc, l'ensemble des dépenses qui fonctionnent pour 90 % et plus des activités de recherche et développement sont déductibles. Et puis, on prend un 35 % de cela pour le premier 3 millions. Et l'excédent, c'est déductible dans le crédit à 20 %. Toutefois, il faut le souligner, il faut que vous soyez une SPCC. Et comme nous vous l'avons mentionné, vous respectez déjà ces critères. Pour poursuivre avec l'immeuble locatif.
Ce qu'il faut savoir, c'est que vous occasionnez des frais de déplacement pour aller voir et récolter l'ensemble des revenus liés à vos immeubles. Nous, ce qu'on est venu déterminer, c'est qu'il faudrait que ce soit un montant qui est dit raisonnable. Alors, on s'est fié sur le 54 sous pour les 5000 premiers kilomètres qui est jugé raisonnable par le fisc. Ainsi, par le 1810 $ que vous avez déduit, divisé par le 50 sous, on voit là, que vous avez fait 3620 km, puisque vous avez utilisé le 50 sous. Donc, on voit que vous respectez le premier 5000 km, donc c'est tout à fait adéquat. Pour ce qui est des frais d'entretien et réparation, je vous souligne qu'il va falloir remplir un formulaire pour déclarer les entreprises avec lesquelles vous avez entretenu des services d'entretien et réparation. Et pour ce qui est de la déduction pour amortissement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette DPA-là ne doit pas déclencher une perte locative, mais ce n'est pas le cas cette année, mais je vous le mentionne pour les années ultérieures. Donc, je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Maxime. Maintenant qu'on est allé avec tout ce qui est déductible, imposable pour la société, c'est vraiment important d'aller voir l'impact pour le particulier. Pour le particulier, on parle ici de vous premièrement. On sait que vous avez une passion nouvelle pour les vins haut de gamme. Ce qui est important de dire, c'est que pour les vins haut de gamme, comme certains toiles ou œuvres d'art, on va appeler ça les biens meubles déterminés dans la loi de l'impôt. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un gain en capital imposable à 50 % au moment où ce bien-là va être vendu à une personne non liée. Donc, si on continue plutôt avec l'immeuble locatif, comme ma collègue en a parlé, il a été payé à 100 % par vous. On sait qu'il est détenu à 50-50 avec votre femme et que, justement, les revenus vous sont attribués à part égale, mais c'est important de savoir que c'est un revenu de bien et que, puisque vous avez payé ce montant-là, la règle d'attribution de la loi de l'impôt fait que ce montant-là devrait être inclus dans votre déclaration d'impôt. On sait que les taux sont progressifs, donc cette façon-là ne permet pas de sauver de l'impôt. Si on continue un peu, nous, notre recommandation ici, c'est de créer une société de gestion qui serait détenue à 50 % par vous et par votre femme. Cette société de gestion-là, ensuite, il y aurait un roulement de l'immeuble locatif et du terrain qui serait fait dedans, selon l'article 85. Ce qui est important de dire, c'est que l'immeuble peut être roulé sans impact. Pour le terrain, il y a les taxes qui sont admissibles. Par contre, c'est la société de gestion qui va devoir s'inscrire aux taxes, mais elle n'est pas obligée de payer ces taxes-là puisqu'au net, elles lui seront remboursées. Si on continue un petit peu ici, on voit qu'on a émis 440 000 actions P à monsieur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait payé le terrain. Donc, il ne faut pas que vous soyez lésés là-dedans. C'est pourquoi le fractionnement de revenus va être possible à ce moment-là. Si on continue un peu avec votre employé, la façon supplémentaire dont on parlait tantôt, c'est de lui émettre des options d'achat d'actions. Les options d'achat d'actions, c'est quelque chose qui lui permettrait, dans un futur, d'acheter des actions de votre compagnie. Donc, ces options-là, on sait, vont être imposées. C'est un avantage. Par contre, puisque vous êtes une SPCC, comme il a été mentionné tout à l'heure, il peut y avoir deux avantages pour l'employé. Un avantage sur le moment, donc il va pouvoir reporter l'avantage imposable au moment de la vente des actions, et un avantage sur le montant. Donc, il va pouvoir avoir une déduction de 50 % de l'avantage imposable. Si on continue un peu, il va y avoir également une inclusion au bien en capital à la vente des actions, comme à n'importe quelle vente d'actions. Et à ce moment-là, ça va être à une personne non liée. Et le gain en capital va être le produit de disposition moins le coût des actions, moins le coût de l'option, moins l'avantage qui a été calculé précédemment. Monsieur Brodeur, également, on sait, on avait un choix à faire pour l'automobile. Vous nous avez parlé de location par l'entreprise. Vous nous avez parlé de la location à l'employé. On vous a également rajouté, pourquoi pas, un achat de l'automobile par l'entreprise ou même ne rien faire et laisser l'employé déduire lui-même ses dépenses. Pour ce qui est de la location par l'entreprise, le maximum déductible est de 500 $ par mois. Donc, le 550 $, le 50 $ ne serait pas déductible. Pour ce qui est de la location à l'employé, excusez-moi, il y a une coquille, c'est le 54 sous pour les 5000 premiers kilomètres, puis le 48 sous excédentaire. L'achat par l'entreprise, le maximum admissible, c'est le 30 000 $ pour la voiture et un maximum d'intérêt sur la dette de 300 $. Pour terminer, dans le fond, il ne reste plus beaucoup de temps, fait qu'on va aller un petit peu vite. Il y a une fiducie testamentaire qui peut être implantée pour contrôler en fait un peu l'impôt que vous allez avoir à votre décès. La fiducie testamentaire est un élément qu'on peut inclure dans votre testament. Elle doit être exclusive en faveur du conjoint pour qu'elle soit efficace.
Ce qui va nous permettre d'avoir comme avantage comparé à la fiducie entre-vite de tout à l'heure, c'est en fait un taux progressif dans celle-ci, donc un fractionnement de revenus supplémentaire, une fin d'année à votre choix, prend effet au moment du décès. Donc, comme je l'ai dit, ça permet un fractionnement de revenus, un report d'impôt, ça protège vos volontés à vous, puisque votre femme peut utiliser les bénéfices des différents actifs et vos enfants en profiter ensuite. Donc, on va rester disponible pour une période de questions. J'aurais une question pour toi. J'aurais une question pour toi, Jonathan. Bien sûr. On a cristallisé la valeur dans les actions P. Oui. Moi, dans l'éventualité où, ultimement, ça va être ma fille qui va acquérir la compagnie, est-ce qu'on pourrait avoir des problèmes au niveau pour conserver ce PBR-là? Pour le PBR des actions, oui. En fait, au moment où on a cristallisé, c'est sûr que si on regarde les transactions de parties liées, oui, on peut avoir certaines difficultés au niveau du PBR, mais en fait, c'est plutôt au niveau du CV qu'un problème, c'est-à-dire quand on va racheter, il va falloir s'imposer sur un dividende réputé plutôt qu'au niveau d'un gain en capital. Merci. Moi, j'ai une question, en fait, j'aurais peut-être besoin d'un petit peu plus d'explication. Quand vous parliez là, des critères PA, PE, vous avez mentionné la règle du 90 que, bon, on était borderline. Yes. Vous avez dit qu'il y a des placements à court terme, on peut peut-être acheter des passifs court terme, mais peut-être que ça ne marche pas, mais j'aimerais ça avoir plus d'explications là-dessus. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens ont tendance à prendre leur actif à court terme dans cette situation-là pour rembourser leur passif à court terme. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos actifs à court terme qui sont jugés excédentaires, ils sont calculés à la base de notre fonds de roulement, pour s'assurer, dans le fond, qu'on a un fonds de roulement qu'on juge suffisant. Donc, les actifs court terme supplémentaires sont considérés comme excédentaires. Si on prend, dans le fond, nos actifs à court terme pour payer des passifs à court terme, notre fonds de roulement sera ainsi modifié, puis notre actif excédentaire ne changera pas. Donc, notre 90 ne pourra pas être respecté. On aura le même fonds de roulement. Exactement. Exactement. C'est bon. Si on parle de l'auto, vous avez mentionné là, des taux par kilomètre, tout ça. Mais moi, je viens vraiment y verser 900 $ fixes par mois. Vous n'avez pas parlé de ça. J'aimerais savoir votre opinion. Oui, excusez-moi, c'est que je ne vous en ai pas parlé parce que le montant fixe, c'est directement imposable dans les mains de l'employé. Excusez-moi, il faut vraiment que ce soit une allocation raisonnable calculée selon un certain. Petite question. Point de vue de mes enfants, qui apprennent à gérer l'argent et tout, pas vu. Est-ce que je pourrais avoir un problème à ce niveau-là? Oui, en effet, la stratégie que vous utilisez présentement avec les dividendes qui reçoivent de la Banque nationale, je crois, en fait, c'est un problème puisque c'est imposé au plus haut taux. C'est vraiment pas avantageux pour votre situation. C'est plus avantageux pour vous, soit de leur donner vraiment de l'argent liquide de vos revenus à vous après impôt, ou cependant verser un salaire s'ils ont des tâches à exécuter dans l'entreprise, qui est considéré comme raisonnable, bien sûr. Étant donné que c'est des enfants mineurs, donc c'est pour ça que le dividende est imposé. C'est ça la kids tax? Très bonne question. OK, puis au niveau de ma conjointe, là, vous avez vu, il y a des règles d'attribution qui s'appliquaient, puis le revenu de location, ça fait tout ce mandat-là, avez-vous un moyen quelconque que je pourrais essayer de donner un peu de mes revenus, quelque chose, parce que là, je fais déjà 150 000 de salaire, des dividendes, revenus de location viennent de s'ajouter. C'est sûr qu'avec la fiducie qu'on veut mettre en place, ça va nous permettre justement d'effectuer ce fractionnement de revenus-là, puisque vous allez pouvoir lui donner une portion des revenus de dividendes gagnés par les actions ordinaires. De plus, comme on a changé un petit peu la situation au niveau de l'immeuble locatif, on va pouvoir maintenant fractionner ce revenu-là aussi. C'est sûr que si elle veut en plus effectuer des tâches dans l'entreprise, on va pouvoir elle aussi lui donner un salaire raisonnable selon les tâches qu'elle effectue. C'est plusieurs façons qui vont vous permettre de profiter du taux progressif dans la loi de l'impôt. Moi, je paie bien cher d'intérêt sur mon hypothèque de maison. Oui. Et puis, j'ai entendu dire que c'était peut-être pas trop avantageux. Est-ce quelque chose? Oui, effectivement, il y a quelque chose de possible. Vous pourriez prendre un emprunt supplémentaire personnellement qui vous permettrait de payer, en fait, les activités courantes de votre entreprise jusqu'à temps que vous accumuliez un montant suffisant pour payer votre hypothèque avec ce montant-là, pour ensuite prendre une dette dans l'entreprise pour payer la dette que vous aviez entre vous-même. Là, je commence à me mêler. Hein. En résumé, ça fait quoi? En résumé, en fait, ça va vous permettre de transférer vraiment le montant de paiement de la dette dans l'entreprise et les intérêts pour déductibles. Mais de quelle entreprise on parle? On parle de en fait, ça, c'est sûr que c'est une transaction qui va falloir que soit faite avant la planification mentionnée ici.
Malheureusement, on avait manqué un peu de temps dans notre présentation, fait qu'on n'avait pas eu le temps de l'insérer. Mais ça va être dans la compagnie opérante, là. C'est possible. Parfait. Merci. J'en ai une autre. L'immeuble à revenus, les déplacements, il y avait peut-être manque de détails, mais moi, c'est vraiment pour aller à mon immeuble, revenir chez nous, c'est juste ça. Est-ce que ça change peut-être votre raisonnement? Mais comme, est-ce que c'est pour aller récolter? Si c'est pour aller récolter les revenus de vos clients, c'est gagner à l'encontre c'est pour faire du revenu de location. Donc, à ce moment-là, quand c'est pour aller desservir vos clients, soit faire une réparation, soit aller récolter des revenus, oui, c'est déductible parce que c'est fait pour gagner du revenu de location.